comme ça à tous les mardis, soit en Zoom ou en studio. Et là, aujourd'hui, on a un sujet. D'ailleurs, je voulais te dire, la semaine passée, j'ai beaucoup adoré le quiz qu'on a fait Oui. ensemble. Je m'attendais à mon cadeau, mais je l'ai pas reçu. J'ai pensé avoir gagné. Il était dans mal. On saura un certificat officiel. C'est ça, T'as oui. tellement bien performé. C'est ça, oui. Mais oui, moi, j'étais impressionnée. T'as de quoi être fière. Ben oui. Je vais trouver quelque chose. C'est bon, excellent. J'attends ça la semaine prochaine. Puis ce matin, en fait, là, je vous parle de décisions qui semblent intelligentes, mais qui peuvent finalement nous coûter très cher. Ah oui, OK, parfait. Donc, je parle pas ici des grosses erreurs. Au contraire, on va parler de décisions que les gens vont prendre de façon responsable. Donc, des gens qui veulent bien faire, qui veulent prendre des bonnes décisions pour leurs finances, parce que en finance, il y a une foule de croyances qu'on entend depuis des années, puis qui paraissent tellement logiques qu'on les remet pas nécessairement en question. OK. Puis pourtant, ben c'est des décisions des fois qui peuvent coûter cher. Ah bon. Donc, quand je regarde le dossier de mes clients, c'est souvent ces décisions-là qui finissent par coûter des dizaines de milliers de dollars au fil d'une vie. Donc, ce matin, je vous partage quelques-unes des erreurs les plus fréquentes que je vois chez les familles québécoises. Parfait. Excellent. Le premier, c'est d'utiliser son CELI comme un compte épargne. Ah, donc, ouais. L'idée paraît logique. On se dit, mon argent est à l'abri de l'impôt. C'est déjà une bonne chose, mais il y a une nuance vraiment importante. Le vrai pouvoir du CELI, c'est pas d'agir comme un compte épargne. C'est vraiment un véhicule fiscal pour un investissement. OK. C'est une enveloppe, un contenant dans lequel on peut mettre un investissement qui va croître à l'abri de l'impôt. Donc, ce qui va vraiment faire la différence, puis ce qui va vraiment nous permettre de maximiser ou d'optimiser un CELI, ça va être l'investissement qu'on va mettre à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est vraiment le placement choisi à l'intérieur qui va faire en sorte que notre CELI est payant ou pas. Donc, si on a décidé d'utiliser notre CELI pour de l'argent qui dort dans un placement liquide à 1% d'intérêt pendant des années, pendant que l'inflation, elle, continue de grimper, ben, premièrement, sur cet argent-là, notre pouvoir d'achat a diminué parce qu'on n'a pas suivi l'inflation. Et en plus, on a perdu un véhicule qui aurait pu être super bénéfique pour des investissements avec un petit peu plus de rendement à long terme. J'aime un peu comparer ça à quelqu'un qui va investir, qui va dépenser plus pour acheter un auto électrique, mais qui littéralement prend jamais la route. Ah ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. Ben oui. C'est une bonne idée, mais ça sert pas à grand-chose. C'est ça. Donc, il faut éviter la confusion entre le compte épargne puis le compte CELI. Les deux ont un rôle complètement différent. Si on a de l'argent épargné, si on a besoin de garder en fait de la liquidité pour un voyage, des rénovations qui s'en viennent, un fonds d'urgence, ça, oui, dans un compte épargne. Mais le CELI, lui, c'est vraiment un outil formidable pour de la planification d'investissement à long terme, planification de retraite. C'est vraiment une belle façon de faire croître notre patrimoine à l'abri de l'impôt. Okay. Donc, le vrai message ici, c'est le CELI, c'est pas seulement un endroit pour déposer son argent, ça mérite une vraie stratégie d'investissement. OK, c'est bon. C'est bon à savoir ça. Deuxième point. Refuser de l'assurance invalidité parce qu'on est jeune ou en pleine santé. Et ça, je l'entends vraiment souvent. Ah oui, à ce point-là? Vraiment souvent. J'ai pas besoin d'assurance invalidité. Je suis en pleine santé. J'en ai pas besoin. Ou, je suis encore jeune. J'en ai pas besoin. Et pourtant, c'est exactement pour ces deux raisons-là qu'il faudrait le mettre en place parce qu'on est encore jeune puis parce qu'on n'a pas de problème de santé. Je vais te poser une question, Stéphane. J'en ai juste une. Oui, c'est ça. Je gagne Inquiète-toi pas. Selon toi, c'est quoi les deux principales causes de réclamation en assurance invalidité? Les deux causes. Les deux causes de réclamation. Pourquoi les gens réclament? C'est quoi les problèmes de santé qui surviennent le plus souvent en invalidité? Les problèmes de santé, j'imagine problème de dos. Je dirais un problème de dos, ce n'est un. Puis souvent un accident niaiseuse, quelque chose qui est arrivé. Ben, t'en as un des deux. OK, c'est bon. Très fort, Oui. Tout ce qui est musculo-squelettique, donc souvent un problème de dos, et tout ce qui est lié à la santé mentale. Ah oui, OK. Ça, c'est les deux plus grandes causes, et en fait, ça compose là, la grande majorité des réclamations. Wow. Donc, les gens ont tendance à croire que l'assurance invalidité va servir à couvrir en cas de cas majeurs dramatiques dans notre santé, mais c'est aussi pour tout ce qui peut arriver au quotidien, des problèmes des fois qui sont un petit peu moins, qui ne mettent pas nécessairement la vie en danger, mais qui nous empêchent de travailler. Donc, les troubles liés à la santé mentale comme l'épuisement professionnel, la dépression, l'anxiété et tous les problèmes musculo-squelettiques comme les douleurs au dos. Puis en passant, une invalidité longue durée au Québec, en moyenne, dure 2 ans et 7 mois. Ah, OK. Après donc, 2 ans et 7 mois, ben ça c'est la moyenne. La moyenne, La moyenne des arrêts de travail liés à une invalidité longue durée. 3 ans, c'est long sans salaire. Ben, c'est sûr. C'est ça. Voilà. Donc, la réalité, c'est que un charpentier qui développe une tendinite
après une game de pickleball, ça se peut qu'il puisse pas travailler pendant une couple de Ouais, mois. ouais. Ou un employé administratif qui a une hernie discale après avoir fait un faux mouvement ou souffre de migraine chronique parce qu'il y a eu des commotions cérébrales au Ouais. hockey quand il était jeune. Mhm. Tu sais, c'est pas nécessairement des gros chocs de santé, c'est des petits bobos. Mhm. Puis la réalité, Oui. c'est qu'un jour ou l'autre, on a tous des petits bobos. On a qui tous ressortent. des bobos qui sortent. Hein? Ben oui. C'est ça. Donc, le concept derrière l'assurance invalidité, c'est qu'il faut absolument mettre en place les protections avant que les bobos sortent, parce que une fois que les bobos sont sortis, ils ne sont plus assurables. Ah, Donc, ben non, c'est sûr. Si on a un antécédent de dépression, on pourrait aller chercher de l'assurance invalidité potentiellement, mais ça l'exclurait Mhm. les troubles liés à l'anxiété ou à la Ouais. dépression. Si on a des douleurs ou des problèmes de dos, on pourrait aller chercher une assurance invalidité, mais ça va exclure d'emblée Oui. ce qu'on a déjà comme problème. Ouais. Donc, quand on dit j'ai pas besoin d'assurance invalidité parce que je suis en pleine santé, c'est exactement maintenant Mhm. qu'il faut C'est mettre ça. en place la protection. Oui, oui, c'est oui. super, super important. Ben, ça peut arriver à n'importe quel âge et n'importe quand aussi. là. N'importe quel âge, puis honnêtement, plus on vieillit, plus il y a, même si encore une fois, c'est pas nécessairement des gros problèmes de santé, mais il y a quelque chose, puis souvent, ce qui est dommage, c'est que les gens qu'on va rencontrer qui veulent l'assurance invalidité rendus à 35, 40 ans, ils disent, mais là, j'en ai vraiment besoin, j'ai changé d'emploi, j'ai pas de collectif, mon collectif couvre pas assez, j'en ai besoin. Ouais. Puis là, on va leur dire, OK, on peut en mettre en place, mais ça va pas couvrir, par exemple, tes problèmes de dos que tu as Ben oui. déjà. Puis ils me disent, ouais, mais c'est pour ça que je la veux, mon assurance invalidité, parce Ouais. que j'ai un risque plus élevé d'avoir des problèmes. J'ai des problèmes déjà avec mon dos. Mm. C'est ça. Fait que Fait voilà. que ça vient avec beaucoup de frustration. Oui. La troisième bonne décision, qui en est pas vraiment une, Mm. c'est faire du 50-50 en couple. Donc, séparer les dépenses 50-50. OK, oui, dans oui, un oui, oui. couple, parce que c'est équitable. OK. Donc, on entend souvent dire que le 50-50, c'est la façon la plus juste de Mhm. gérer des finances en couple. Et personnellement, je suis vraiment pas d'accord. OK. Parce que ce qui est égal est pas nécessairement équitable. OK. Pensons à un couple où est-ce qu'il y a une personne qui gagne 60 000 puis l'autre personne gagne 120 000. Ben, c'est ça, exactement. Si les deux payent la moitié de l'hypothèque, puis la moitié des dépenses, l'épicerie, des dépenses familiales, les deux, ils fournissent vraiment pas le même effort financier. Ouais. Et ça finit par avoir un impact sur tout, la capacité d'épargner, les vacances, les projets de retraite, les loisirs. Donc, ça devient encore plus évident aussi pendant un congé parental. Mm. Ouais. Si j'ai une personne qui gagnait, une mère qui gagnait 100 000 avant son congé parental, pendant le congé parental va tomber pendant les 6 derniers mois à 55 % de son revenu. Oui. Est-ce que c'est logique qu'elle continue de payer la même Ben non, c'est proportion? C'est ça. Non. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, moi, je crois beaucoup au prorata. OK. OK? Parce que quand on fait la séparation des dépenses 50-50, souvent, c'est même pas par mauvaise volonté d'un conjoint, c'est pas de mauvaise foi. Non, non, non. C'est juste parce que la conversation financière a pas eu lieu. Mhm. Donc, ayons la conversation financière, faites le calcul au niveau des revenus familiales, le prorata de qui apporte combien dans le revenu familial et séparer les dépenses, l'ensemble des dépenses, selon le prorata des revenus qui sont rentrés. Ah. De cette façon-là, les deux conjoints vont conserver leur capacité d'épargne retraite, vont pouvoir contribuer dans les vacances, les loisirs, les petits extras à côté, et les deux vont fournir le même effort financier. OK, parfait. Un peu dans la même ordre d'idée, une autre erreur que je vois souvent, ou en fait, on va dire erreur, oui. Mauvaise décision, c'est quand l'orgueil, là je m'adresse surtout aux femmes, là. Ah oui, OK. Mon petit point, là, je le souligne parce que c'est important, l'orgueil pendant le congé maternité, Ah. l'orgueil financier. Mm. Donc ça, je le vois trop souvent. Et combien de fois est-ce que j'ai rencontré des femmes après les congés maternité qui traînaient une dette de 10 000, 15 000, 20 000 sur une marge de crédit ou des cartes de crédit juste parce qu'ils reviennent de 1 ou 2 congés de maternité. Ah un oui, après l'autre. OK. Pendant ce temps-là, le conjoint, lui, il a jamais arrêté de cotiser dans ses REER. Ouais. Ah. C'est pas une question de mauvaise foi, Ouais. encore une fois. Mhm. Mais si la conjointe ou la mère n'a pas verbalisé que là, ça marche pas, là. Je suis pas capable d'arriver pendant que j'étais à 55 % de mon revenu, je ne suis pas capable de payer la même portion, ce Oui. qui est tout à fait normal, on s'entend. Ben oui. Ben, ça fait en sorte qu'on a un conjoint qui va continuer de s'enrichir, cotiser dans ses fonds de pension, la retraite, dépenser dans ses loisirs, Oui. au détriment de l'autre qui Mhm. s'endette. Et ce qui fait en sorte que souvent, trop souvent, on va voir des femmes revenir de congé maternité endettées. Parce qu'ils ont oui. payé leur part d'hypothèque et leur Ouais. part de dépenses Ben oui. avec une marge de crédit ou pire, une Ok. carte de crédit. OK. Donc, mettons l'orgueil de côté, les femmes, tout le monde, les femmes, et verbaliser. Il faut avoir la discussion, la préparation d'un congé de parental, ça se prépare avant. On Oui. peut déjà avoir la discussion, on peut estimer les revenus vont être à combien. Il y a même des calculatrices qui existent sur le site du gouvernement. Ah oui. Planifier
pendant cette période-là, ce serait normal Ben oui. que la répartition des dépenses soit ajustée pour refléter les vrais revenus gagnés. Est-ce qu'on peut faire ça pendant l'accouchement, cette discussion-là? Idéal, ça dépend. Ça dépend vous voulez que ce soit qui gagne. Oui, c'est ça. OK? C'est un bon moment pour négocier pour les femmes pendant qu'on accouche. D'habitude, on est capable d'avoir n'importe quoi. C'est ça. Exact. Exactement. Donc, une autre bonne décision, qui en est pas vraiment une, c'est de rembourser son RAP systématiquement dans son REER à chaque année, qu'on gagne peu ou pas de revenus. OK. Donc ça, c'en est une qui est peut-être un petit peu moins connue. Imaginez que on a emprunté, ou en fait, on a bénéficié du RAP, on a sorti l'argent de nos REER, on a un 15 ans pour faire les remboursements à chaque année. Puis pendant 2 ans, vous retournez aux études, puis vous faites $0. Est-ce qu'on devrait encore cotiser notre montant annuel dans notre REER pour rembourser notre RAP? Ça, c'est une question piège. Question piège. Je dirais, tiens, je vais dire oui. Ben, généralement, c'est ce que les gens font parce que c'est systématique. Je rembourse mon RAP. Mais pour rembourser son RAP, on a 2 façons de le faire. Soit qu'on cotise dans notre REER pour le montant approprié pour cette année-là. Ouais. Et lorsqu'on fait la déclaration d'impôt, le comptable va attribuer cette cotisation REER-là à un remboursement de RAP. Si on n'a pas cotisé dans le REER, ce qui va arriver, c'est que ce montant minimum annuel qu'on doit rembourser va s'ajouter à nos revenus OK. et on va être imposé selon notre taux marginal d'imposition. Donc, si je te repose ma question, Oui. si tu gagnes $0 de revenus et tu es supposé rembourser 1200 de RAP cette année-là, est-ce que tu devrais prendre 1200 liquide pour le mettre dans ton REER ou est-ce que tu devrais ajouter 1200 à tes revenus qui sont actuellement à 0? Les revenus. Voilà. Donc, je vous dis pas comment le faire et quand, mais je vous dis, ayez la conversation avec votre comptable. OK. Ne remboursez pas systématiquement dans votre REER à chaque année, surtout s'il y a des changements dans vos revenus. Ben oui. Parce que ça peut être une belle opportunité d'accélérer même le remboursement REER pendant les années. Parce qu'on gagne pas de revenus, parce qu'on peut utiliser la fiscalité en notre faveur. Donc, encore une fois, on le fait avec un comptable. Ayez la discussion. OK. Ne faites pas de façon systématique. Ouais, c'est bon. Et le dernier point que je vais apporter aujourd'hui, qui est un angle mort qu'on voit beaucoup chez les parents, c'est en fait, c'est de planifier de mettre en place des assurances vie pour nos enfants, mais de pas penser à la maladie grave. Pour les enfants. Pour les enfants. Ah oui, OK. Donc, il y a beaucoup de parents qui vont penser assurer les enfants en assurance vie. C'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est une bonne idée. Voilà. Mais dans l'angle mort, là, c'est la protection contre les maladies graves chez les enfants. Quand on parle d'assurance, généralement, on va viser à remplacer un revenu. Que ça soit l'assurance vie, l'assurance invalidité, maladie grave pour des adultes. Généralement, on couvre certaines dépenses et un remplacement de revenus. Là, on va me dire, oui, mais mon enfant, il génère pas de revenus. C'est vrai. Mais si votre enfant a un diagnostic qui nécessite des traitements, vous gagnez un revenu, est-ce que vous allez encore vouloir aller travailler ou est-ce que vous allez tout lâcher et aller avec votre enfant, faire les suivis médicaux, faire les traitements? Mais pendant cet arrêt de travail-là, vous n'êtes pas malade. Non. Donc, il n'y a pas de prestation d'invalidité qui se paye. Ah, ouais. Donc, le parent ou les parents qui veulent arrêter de travailler, prendre un sans solde, doivent le prendre à leurs frais. Ben oui. Ça, c'est la première grosse dépense. Et deuxièmement, quand on parle de maladie grave, il y a souvent beaucoup de dépenses connexes. Ne serait-ce que les déplacements à l'hôpital, le stationnement, oui, c'est ça. tous les traitements, tous les médicaments. spécialistes, les médicaments, ça va vite. Il y a beaucoup de dépenses excédentaires. Donc, généralement, quand on parle de risque pour les enfants, la maladie grave va être extrêmement coûteuse. Ça va faire en sorte souvent que les gens vont s'endetter, puis c'est correct. On ferait tout pour nos enfants. Ben oui, c'est ça. Mais l'assurance maladie grave, pour nos enfants, va permettre de donner en fait, c'est un montant forfaitaire qui est payé, qu'on peut utiliser, que ça soit pour couvrir pour couvrir les dépenses excédentaires médicales, remplacer nos revenus, mais aussi, surtout si on a plusieurs enfants, protéger le niveau de vie des autres enfants. Parce que si on a un enfant qui a un diagnostic et qui a des frères, des sœurs, les autres enfants doivent encore avoir un certain niveau de vie. Il y a encore une maison à payer, il y a encore des activités, l'école. Donc, super important de juste réfléchir à la protection maladie grave. Puis il y a des super belles options qui existent aussi, qui peuvent agir comme un cadeau financier, des remboursements de primes. Tu sais, comme il y a des belles façons de le faire, mais il faut pas négliger la maladie grave et seulement penser à l'assurance vie. Faut penser aux 2 volets quand on est parent.
Excellent, Cynthia. Vraiment, c'est un beau sujet ce matin parce que c'est des décisions des fois on pense intelligent, mais tu sais, ça peut nous coûter cher. Mais voilà, Exactement. c'est un très bon sujet aujourd'hui, comme toujours. Évidemment, le groupe financier Symbiose avec Cynthia Laventure. Si les gens veulent communiquer avec toi pour des informations, c'est de quelle façon qu'on procède? Vous pouvez nous contacter via notre site web gfsymbiose.com. Tous nos coordonnées sont là et on est toujours disponible pour vous répondre. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à la à toi. semaine prochaine. Merci beaucoup, Cynthia.